Bonsoir à vous qui nous suivez. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et de disposer de votre précieux temps pour nous suivre en ce jour du 27 juin 2020. C'est à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de notre très beau pays, la RDC, que nous, Génération Rupture, qui est une ASBL et initiateur de ce projet, en collaboration avec deux autres ASBL, RJD, regroupement des jeunes dynamiques, et idées et actions pour le changement idéal ainsi, avons jugé bon d'échanger sur ce thème RDC, 60 ans après l'indépendance, nègre des champs, nègre des maisons. J'ai personnellement un grand plaisir de guider ces débats. Moi, c'est Amir Prince Baboula, économiste, membre et cofondateur du mouvement Génération Rupture. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'autres collègues et notre invité. Nous avons M. Grévis Desolo, qui est coordonnateur du mouvement Génération Rupture, une ASBL. M. Prosper Tetika, le coordonnateur du mouvement IDEAC, Idées et Actions pour le changement. Et enfin, M. Christian Chissoupa, qui est secrétaire général de la Génération Rupture. Avant de continuer, nous allons balancer cette vidéo sur laquelle nous allons nous attarder durant notre débat. Pour comprendre d'une autre manière ce qui arrive à une partie du continent africain aujourd'hui, nous devons remonter très loin dans l'histoire, notamment pendant l'esclavage. Comme vous le savez, à cette époque, il y avait deux types d'esclaves, les esclaves des champs et les esclaves d'intérieur qu'on appelait également nègres de maison. Ces derniers se distinguaient par leur extrême docilité et leur manque de dignité. Ils adoraient leur maître car à leurs yeux, c'était un dieu. Ils aimaient leur maître plus que eux-mêmes et c'est à cause d'eux que l'esclavage a duré 4 siècles. Ils étaient la meilleure arme des esclavagistes car c'est eux qu'on utilisait pour combattre les dignes esclaves dans les champs de coton. Ils prenaient du plaisir et se sentaient supérieurs à leurs frères des champs parce que eux, ils avaient droit au reste de table, ils pouvaient dormir dans la cave et porter les vieux vêtements du maître. Lorsque leurs frères des champs essayaient de leur faire entendre raison et militer pour la quête d'une évasion, ils ne comprenaient pas, car à leurs yeux, l'accomplissement ultime pour tout esclave, devenir nègre de maison. Même si parmi eux, certains acceptaient cette position par contrainte, notamment les femmes, et même par stratégie, ils n'étaient malheureusement pas très nombreux et se faisaient très souvent démasquer car leur dignité les rattrapait et trahissait leurs véritables intentions. Alors que les vrais nègres de maison, eux, étaient des experts dans leur domaine de prédilection, à savoir la lèche. Pourquoi nous revenons sur cet épisode aussi lointain qu'obscur? La raison est que cette catégorie d'Africains n'a pas disparu et n'est pas prête de disparaître. Ce qui a changé, c'est juste son appellation. On est passé de nègre de maison à évoluer pendant la colonisation et d'évoluer à collaborateurs, de collaborateurs à partenaires à nos jours. Souvenez-vous, pendant la colonisation, les nationalistes étaient qualifiés d'indigènes et ceux qui remerciaient le ciel pour la présence des colons étaient les évolués. Ces derniers avaient, comme c'était déjà le cas avec les nègres de maison, certains petits avantages, quasiment les mêmes qu'on donnait aux nègres de maison. Reste de table, vieux vêtements, et le Graal pour certains était de pouvoir arborer un jour le fameux casque colonial. C'est donc naturellement à ceux-là que les colons ont fait semblant de remettre le pouvoir au moment de ce qu'on a appelé la décolonisation. Il était vital pour les puissances coloniales de s'assurer que ce soit leur relais, à savoir les évolués, c'est-à-dire les nègres de maison, qui prennent les affaires. C'est pour cela que les dignes fils de l'Afrique, à l'instar de Lumumba, Kwame Nkrumah, Umnyobe, Thomas Sankara et bien d'autres, devaient être sacrifiés pour ne pas faire ombrage aux nègres de maison qu'on devait installer pour assurer la poursuite de l'exploitation de l'Afrique sans plus subir de critiques et de pression, puisque désormais ce n'est plus le colon qu'on voit, mais le nègre de maison qui souverainement décide de se faire aider par les gentils colons, et le terme politiquement correct pour désigner la colonisation qui se poursuit aujourd'hui, c'est bien sûr la coopération.
Vous comprenez donc pourquoi il est plus important pour certains princes africains d'être mieux vus par la puissance coloniale que par leurs propres sujets. Ils estiment, et ceci très souvent à juste titre, que leur but ultime est de satisfaire leur maître. Parce qu'ils ne sont pas ingrats, ils savent que leur pouvoir vient en grande partie de lui. C'est tellement fort qu'ils se font concurrence pour savoir qui est le meilleur élève, c'est-à-dire qui donne le plus satisfaction au maître. Ce phénomène se développe également autour de ces princes africains. Ils ont aussi leurs nègres de maison, qui sont très généralement leurs principaux collaborateurs, même si on y trouve aussi des capitaines d'industrie qui pensent qu'il est impossible de dissocier le monde politique du monde économique et même social. Pour ces derniers, leur chef est un dieu. D'ailleurs, pour paraphraser un ministre camerounais, c'est leur créateur. Et en tant que ses créatures, ils doivent l'adorer. Tout ce qu'il fait est bon. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à comprendre la réaction des esclaves de champ, entendez les vrais opposants, qui osent s'attaquer à un dieu si bon, au lieu de s'incliner et espérer qu'un jour, il fasse d'eux également des nègres de maison. Ces nègres de maison sont là, autour des chefs. Ils savent au fond d'eux que la majorité de leurs congénères souffrent. Mais si eux, ils peuvent dormir au chaud, avoir à manger régulièrement à leur table, se soigner, se permettre tous les excès, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ceux qui se plaignent doivent être matés avec la dernière énergie. Ce qui est risible avec cette catégorie d'Africains, c'est que si leur maître actuel venait à disparaître, ils auraient la même attitude vis-à-vis du prochain maître. Leur foi ne repose pas vraiment sur la croyance en leur maître, elle repose uniquement sur leur intérêt et leur lâcheté. Peu importe le maître, l'essentiel pour eux, c'est de rester nègres de maison à vie. Ceci dit, il ne faut pas croire que c'est seulement au niveau des hautes sphères du pouvoir qu'on retrouve les nègres de maison. Ils sont partout et se caractérisent par un complexe d'infériorité cinglant. Ils vous disent ne pas comprendre votre agacement, votre désir de changement, votre caractère inconscient. Ils vous demandent comment voulez-vous engager un combat perdu d'avance. Ils vous disent l'Afrique est maudite. Les autres sont plus forts, plus intelligents, plus beaux. Certains parmi eux se retrouvent dans la diaspora. Ils acceptent de faire les travaux les plus humiliants, peu importe. L'essentiel c'est qu'ils y soient. Oui, cette catégorie d'Africains existe encore et elle fait très mal à l'Afrique, même plus mal que les puissances coloniales. Très souvent par ignorance, mais comme disait quelqu'un, il n'y a de pire malade que celui qui ignore qu'il est. La question que je nous invite à nous poser aujourd'hui, c'est quelle catégorie d'esclaves sommes-nous? Sommes-nous des esclaves de champ ou des esclaves de maison? En répondant objectivement à cette question, nous marquerons un pas supplémentaire dans le combat pour la restauration de la dignité africaine. Après avoir suivi cette vidéo d'une manière religieuse, nègre des champs, nègre des maisons, ce thème paraît un tout petit peu philosophique. En réalité, ce thème a été ressorti pour la première fois par Malcolm X, un défenseur des droits de l'homme afro-américain. Mais pour bien comprendre cette réalité, nous allons faire un petit bond dans l'histoire. Selon certains auteurs, je cite Aimé Césaire dans son livre « Discours sur la colonisation » et Edmond Morel dans son livre « Le caoutchouc rouge », il classifie deux types d'Africains. Il y a les esclaves de champ et les esclaves de maison. Les esclaves de maison étaient aussi appelés les esclaves de l'intérieur. Ils étaient caractérisés par leur extrême docilité, leur manque de dignité. Ils adoraient même leur maître parce qu'à leurs yeux, ils étaient considérés comme des dieux. Et si, on va voir même dans la vidéo, il y a là où on nous dit que si l'esclavage a eu à aller jusqu'à 3 siècles, c'est parce que ces mêmes nègres constituaient d'armes pour pérenniser l'esclavage. Car c'était qu'on utilisait pour combattre les dignes d'esclaves, par exemple dans les champs de coton. Les nègres des maisons, ils se considèrent supérieurs aux nègres des champs, car eux avaient le privilège de dormir dans la cave, de mettre les vieux vêtements. Ils avaient le droit de manger même le reste du table. Et ce qui est plus grave,
est que lorsque leurs frères de champ voulaient militer pour la quête d'une évasion, ils ne pouvaient pas comprendre, car l'ultime accomplissement d'un esclave serait de devenir nègre de maison. Mais la grande question qu'on doit se poser en ces jours, c'est pourquoi nous revenons à cette partie de l'histoire lointaine et obscure, à quelques jours de la fête de l'indépendance de notre pays. La raison en est que certains penseurs et analystes ont remarqué que cette catégorie d'Africains n'a pas disparu et n'est même pas prête de disparaître, et disent que ce n'est que l'appellation qui a juste changé. Pendant la colonisation, nous sommes passés de nègres de maison à évoluer, revêtant les mêmes caractéristiques et ayant presque les mêmes petits avantages que ceux des nègres de maison. C'est pour cela, d'après certains auteurs, les colons, en faisant semblant de la décolonisation, ont remis le pouvoir aux évolués afin de maintenir cette domination sur les ex-colonies. Raison pour laquelle les dignes fils de l'Afrique, à l'instar de Lumumba, Kwame Nkrumah et autres, devraient mourir pour ne pas faire ombrage aux nègres de maison. Car ici, on ne voit plus les colons, mais plutôt les nègres qui se font aider par les gentils colons. Et le terme politiquement correct est la coopération. Cette coopération permet à cette classe, qu'ici on peut qualifier les gouvernants africains, d'être mieux appréciés par la communauté internationale que par ses propres concitoyens. Car ils savent que leur pouvoir vient d'une grande partie d'elles. Ils ont du mal à comprendre les réactions des esclaves du champ. Donc ici on peut les assimiler aux vrais opposants qui osent s'attaquer aux dieux, si bon au lieu de demeurer fidèles afin qu'un jour à leur tour deviennent esclaves de maison. Mais il ne faudrait pas croire que c'est seulement au niveau des hautes sphères de la politique que nous avons cette catégorie des esclaves. Ils se retrouvent partout et disent aux Africains que l'Afrique est maudite et que mener un combat contre ces systèmes serait perdu d'avance. Les autres se retrouvent même dans la diaspora. Ils acceptent de faire des travaux plus humiliants. Peu importe, l'essentiel en est qu'ils y soient. C'est sur cette lancée que je vais demander à nos intervenants tout au long de leur speech de nous faire comprendre, après 2 siècles, si on peut toujours reparler de ce dualisme entre le nègre des champs et nègre des maisons. Quels sont les avantages et inconvénients d'appartenir soit à l'une ou l'autre caste? Pouvons-nous par analogie vérifier l'existence de ces deux groupes d'esclaves ou bien d'Africains aujourd'hui dans notre société? Quelles sont les conséquences liées à cette réalité? Et enfin, que faire pour sortir de cette réalité que nous qualifions d'une foire d'emploi? Je crois que sur ce point, nous pouvons lancer notre débat. Et déjà, nous signalons l'absence de notre confrère Fabrice Bissana, le président du RJD, qui devrait normalement être là. Mais malheureusement, il n'est pas là. Nous allons accorder en premier à notre invité, M. Prosper Tetika. Bienvenue, M. Prosper, et bonsoir. Il est président de l'ASBEL Idées et Action pour le changement. Je crois que j'ai été correct. Bienvenue. Merci. Merci Amir. Je remercie la génération Rupture d'avoir associé notre association Idées et Actions pour le changement à cette activité pour qu'ensemble nous puissions échanger autour de cette question qui est aussi importante à l'aune ou sinon à la veille de la célébration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Nègre de champ, nègre de maison, par rapport à la vidéo que nous venons de suivre, en effet, il y a plusieurs leçons qu'il faut tirer de cette situation passée. Et je remercie les organisateurs d'avoir pensé, contextualisé ce thème dans notre Congo d'aujourd'hui,
qui vieillit parce que il aura bientôt 60 ans. Nègre de champ, nègre de maison, je pense qu'il se pose là une question d'identité. Pour se demander quel type d'homme nous sommes et comment nous nous prenons par rapport à notre salut commun. Est-ce qu'aujourd'hui, cette catégorisation de nègres de champ ou de maison demeure? C'est vrai que nous n'aborderons pas la question dans le contexte de la colonisation, de l'esclavage, parce qu'aujourd'hui, ce sont des vieux souvenirs du passé, mais ça fait partie de notre histoire. La question est de savoir si nous avons plutôt compris l'essence de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, les États indépendants, après tout ce que nous avons traversé comme difficulté au temps passé. Effectivement, lorsque nous faisons une analyse de la situation actuelle, de façon générale, dans plusieurs pays d'Afrique, anciennes colonies ou anciennes bases arrières de l'esclavage, nous voyons effectivement qu'on peut distinguer deux catégories de tendances, deux souches, où nous avons d'un côté l'élite qui gouverne, et de l'autre, le peuple qui est dans son vécu quotidien et qui, disons-le, se plaint de la gouvernance qui est menée. Alors faut-il qualifier l'élite de nègre de maison et qualifier le peuple de nègre de champ? Je ne me permettrai pas disons ce luxe. Mais ce que je constate, ou ce que je peux dire par rapport à ce sujet, il y a effectivement beaucoup de plaintes, il y a effectivement un sentiment de relâchement à travers, d'un côté, ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Mais la question principale est de savoir si, aujourd'hui, 60 ans après, nous avons été dignes d'assumer pleinement le costume d'indépendant. Comme je l'ai dit, l'esclavage est fini. Mais qu'avons-nous fait de notre pays pendant ce temps? Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves. Coopération, nouveaux modes d'aliénation, ainsi de suite. C'est vrai, on peut l'envisager ainsi. Mais est-ce que ce sont des raisons qui nous ont empêchés d'agir positivement? Est-ce que tous ces facteurs ont été un blocage pour que nous puissions définir le pays que nous avons voulu? En ce sens que il y a eu des gouvernements qui se sont succédés. La question de légitimité ou d'orientation démocratique est une question qui a eu à évoluer dans la deuxième décennie d'après les indépendances. Presque tous les pays, ou sinon la majorité des pays africains, ont traversé des moments de dictature, des moments de difficultés, où l'expression était muselée. Mais les ressources dont disposent nos différents pays, notamment le nôtre, ne nous ont pas aidés à faire de tous ces États des pays qui s'alignaient dans un sens de développement. Et c'est là que se pose le problème. Parce qu'aujourd'hui, une caste de la population qui est déçue considère le statut privilégié celui de la politique. Si la politique est vue aujourd'hui, dans le contexte de cette vidéo, comme un champ qui constitue un moyen de subsistance ou de survie, où on est à l'abri de besoins, simplement parce qu'on fait de la politique, c'est un échec. Les nègres de champ, le peuple que nous sommes, qui est en dehors du jeu, ne rêvent que d'accéder à la caste où on est à l'abri du besoin, c'est-à-dire d'accéder à la politique. Mais quel sera le sens de l'action publique si elle ne prend pas en compte les vraies aspirations du bien-être collectif? Et pourquoi nous avons échoué jusque-là? Je reviens à la question identitaire. C'est parce que j'estime que c'est un engagement personnel. Nous sommes dans un débat et le bien d'un débat, c'est que on est rassuré d'être contredit ou d'être complété en ce sens-là. C'est que nous n'avons pas su, pendant tout ce temps, de définir l'idéal vers lequel nous allons converger. De définir
ceux de plus profond qui nous toucheraient, que l'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Qu'est-ce qui nous relie, qui fait de nous Congolais? Est-ce que nous avons une parcelle d'intimité ou quelque chose dans lequel nous nous reconnaissons Congolais et pour lequel nous sommes prêts à abandonner nos divergences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient d'ordre ethnique, tribal, ainsi de suite, mais que lorsque l'on touche à ce point-là, d'où que l'on soit, nous soyons prêts tous à nous unir comme un seul homme pour défendre cette idée. Mais s'il te plaît, Prosper, en fait, moi je voulais que tu sois un peu précis dans les questions générales, en fait. Oui. Lorsque on dit nègre des champs, parce qu'au départ vous dites que je n'aimerais pas me donner ces luxes-là et dire que cette réalité existait. Mais lorsque vous dites que nous avons une caste qui se sent comme privilégiée, est-ce que on ne peut pas déjà conclure que ce sont les, entre guillemets, les nègres des maisons? Bon, justement, je me suis interdit de négrifier, passez-moi l'expression, les deux tendances, parce qu'on l'a dit au début, c'est un passé de l'histoire qu'on a eu du mal à assumer. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a des voix qui se lèvent pour dire bah, il faut qu'on efface ça. On ne peut pas effacer l'histoire est passée parce que nous devons l'assumer tel quel. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas reprendre le mot tel qu'employé pour désigner une partie de la population, une caste, dans laquelle je me trouve naturellement. Donc tu ne veux pas cette je ne fais pas de la situation comme telle pour la désigner dans les mots tels que repris. Mais je dis de l'analyse parce qu'on ne doit pas rester cramponné par rapport aux mots. Nous devons aller ressentir l'idée et fait derrière le mot. Ainsi donc, je pensais dire, dans mon fil d'idée, qu'il y a une frustration, il faut le reconnaître, qui a aujourd'hui, 60 ans après, pour ce qui nous concerne, des raisons de dire que nous n'avons pas assez pris conscience de ce que nous voulions construire. Nous avons un peu trop souvent tourné sur le pot. Je ne sais pas s'il faut que je passe à la deuxième étape, parce que ça c'est un constat simplement. Mais il y a justement deux autres points que je voudrais peut-être aborder plus rapidement avant de passer la parole aux autres. C'est que le deuxième constat est que, comme je disais, la considération de l'élite. Nous avons identifié une zone de confort. Nous, nègres de champ, avons identifié la zone qui donne accès à l'abri de besoin. J'ai dit que c'était la classe politique. Mais faire de la politique pour la politique, ça ne vaut rien si on ne rencontre pas le bien-être collectif. C'est comme ça que j'ai dit au départ, il y a eu un problème de définition de l'imaginaire commun. Nous n'avons pas su tracer la voie vers laquelle nous allions converger. Le troisième point de ce constat, et peut-être, on va aussi l'évoquer plus tard, mais c'est une question de perspective. Et la perspective se lance en deux plans. Le premier est donc de savoir si nous voulons quitter, parce que c'était ça la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter cet état? Si nous voulons quitter l'état où certains pensent être privilégiés au détriment des autres, nous devons soit faire en sorte que ceux qui sont dans la gestion de la chose publique aujourd'hui, ceux qui décident sur le salut commun, aient pleine conscience de ce que l'action qui doit être menée doit tenir compte de la situation générale et pas servir simplement les intérêts d'un camp contre un autre. Ou alors, parce que c'est aussi une tendance qui est en vogue, en tant qu'observateur de la société, nous devons nous le dire, l'appétit politique au sein du peuple est aujourd'hui à son grand flot. Nous aurons les élections, nous avons eu des élections récemment. Nous voyons combien une dynamique importante se forme lorsqu'il faut aller compétir pour gagner des postes, se faire élire. Pour 500 places, il y a près d'1 million de gens qui viennent postuler. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique devient l'un des domaines les plus attractifs. Mais pour changer la donne, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devions en principe redistribuer équitablement les ressources. Mettre en place une gouvernance qui arrive à toucher toutes les couches de la population. Ainsi, nous diversifierons les vocations. Si la politique pouvait répondre à ce besoin, il y a un nombre qui trouverait peut-être attractif le travail d'architecte,
le travail de maçon, le travail de menuisier. C'est parce qu'on n'a pas su valoriser tous ces domaines de la vie qu'aujourd'hui, il y a quelques domaines seulement qui sont vus comme les ponts les plus précieux pour changer des statuts. Comme c'était le cas pour les nègres de champs qui visaient devenir nègres de maison. Ainsi aujourd'hui, nous qui sommes, ou ceux qui sont dans tel ou tel domaine, identifient simplement quelques domaines comme des domaines privilégiés. En fait, en vous entendant, vous n'avez pas parlé de la diaspora. C'est vraiment important et j'aimerais bien que je place un mot par rapport à la diaspora. Moi je pense que nous devons voir les choses dans notre contexte. Nous savons ce qu'est la diaspora congolaise. Je pense que c'est une forte communauté à travers le monde, parce que les Congolais sont pratiquement partout. Mais cette diaspora-là devrait servir à l'émergence du pays. Il devait y avoir en principe une diaspora, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest. Il faut se le dire. En Afrique de l'Ouest, tous les Maliens, les Sénégalais, il y a des communautés d'Afrique de l'Ouest qui se sont organisées au niveau de l'Europe et des États-Unis et d'ailleurs, où, fort des ressources qu'ils arrivent à avoir par rapport à la diversité, ils font un retour pour le développement des communautés, notamment rurales. Parce qu'il faut aussi qu'on sorte de l'acception selon laquelle le Congo se résumerait dans les grandes villes. Le Congo, c'est aussi l'arrière-pays qui souffre d'infrastructures modernes. En fait, si je suis revenu sur ce point-là, sur la diaspora, c'est parce qu'en suivant la vidéo, il y a la personne qui parle, ou bien son réalisateur, affirme en disant que non, la diaspora fait mal à l'Afrique. Je ne sais pas si vous confirmez ça aussi. Bon, Et je ne sais pas si c'est dans quel cadre, peut-être que lui... Oui, il faut dire que nous ne devons pas être extrémistes. Le monde aujourd'hui, c'est un monde de la diversité. Nous devons accepter l'échange culturel, le partage culturel. Ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas considérer que tous ceux de la diaspora qui sont là, parce qu'eux aussi sont allés pour les besoins de la cause, si nous avions su définir, parce que ça, le problème, c'est quoi par rapport à ce contexte? Ils font mal à l'Afrique, pourquoi? Parce que, si j'ai bien compris, ils ont quitté l'Afrique, ils ont quitté le champ pour la chambre. Vous voyez? Donc, ils ont très souffert, tellement souffert dans leur pays d'origine, qui était le champ, où c'était laborieux. Donc, il n'y a plus d'autre choix que d'intégrer la chambre. Et en plus, il rajoute quel que soit le métier. Quel que soit le métier. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. À moins de subvivre. Vous voyez? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, que soit qu'il s'agisse de ceux qui sont allés pour justement se mettre à l'abri. Mais se mettre à l'abri, c'est par rapport à quoi? C'est parce que simplement, là-bas, dans ce pays, il y a par exemple un système de santé qui permet, même à ceux qui n'ont pas les moyens, d'accéder aux soins de santé. Ceux qui sont au chômage, d'avoir des allocations quand ils doivent amener les enfants à l'école. Et donc, c'est ce tissu-là. Si nous avions construit un tissu comme ça, il n'y aurait pas eu, par exemple, ce flux des Africains qui quitteraient le pays pour l'Europe. Mais aussi, une chose, ce qu'il faut dire, c'est que il faut voir les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, toutes les statistiques le prouvent, l'émigration intra-africaine, c'est-à-dire les déplacements entre le pays d'Afrique, est beaucoup plus important que le déplacement en dehors de l'Afrique. Donc, il est question de définir aujourd'hui ce que, en l'état actuel, cette diaspora peut être utile pour le développement du pays, en tenant compte de la diversité et de l'échange culturel pour ceux qui peuvent capitaliser tant à l'intérieur que pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Vraiment, nous vous remercions. Après vous, on va entendre le coordonnateur, le président, de l'ASBL-GR, Génération Rupture, M. Grévis. Bienvenue aussi et bonsoir encore pour une deuxième fois. D'abord, merci pour la parole. Je voudrais, au prélude de mon intervention, exprimer la joie qui est mienne de partager cette table avec des éminents jeunes, responsables de structures associatives, pour discuter autour d'une question vitale à laquelle je pense chaque Congolais a le devoir de réflexion et d'action.
à la question de savoir est-ce que existe-t-il encore ces dualismes nègre de maison et nègre de champ, je répondrai en disant ceci. La vidéo que nous venons de suivre, dans laquelle le narrateur fait un parallèle entre l'époque coloniale, disons l'époque d'esclavage, l'époque post-précoloniale, et la situation actuelle, à mon avis, accrédite, contrairement à ce que a dit, je comprends que Maître Prosper ne voudrait pas citer exactement, ou on va dire nommer exactement de quoi il est question, mais j'étais en train de dire que je suis tenté d'accréditer l'existence. D'ailleurs, la vidéo elle-même accrédite l'existence de cette thèse de nègre de maison et nègre de champ qui existerait jusqu'à ce jour dans nos sociétés. Et à ce titre, plusieurs faits peuvent justement être évoqués pour nous apporter une preuve de première importance sur le fait que nous persistons dans cette configuration. Le fait, par exemple, pour le gouvernement, 60 ans durant, d'adopter des pratiques, d'utiliser la même barbarie utilisée à l'époque coloniale contre tous ceux qui se laissent entraîner dans des velléités de libération, dans des velléités de contestation. Peser les mots. Je pèse bien mes mots parce que lorsque vous regardez la cruauté avec laquelle ceux qui se sont succédés à la tête de notre pays 60 ans durant ont conduit les affaires de l'État, on se rend compte effectivement qu'il s'agit bien évidemment de ça. Un deuxième exemple, lorsque vous voyez 60 ans durant, comment les Congolais, les uns sont allés chercher le pouvoir à l'extérieur, les autres sont allés légitimer les leurs à l'extérieur, on se rend compte effectivement que nous restons toujours dans cette configuration. Lorsque nous regardons, lorsque nous voyons, lorsque nous constatons l'accoutumance avec laquelle nous avons toujours tendance à solliciter le concours international, l'arbitrage de la communauté internationale pour régler nos problèmes internes, je vous dis que le problème est loin d'être résolu. Un autre exemple, lorsque vous vous rendez compte de la propension attentiste, je dirais, de ceux qui nous dirigent à vouloir concourir, à vouloir, je veux dire, solliciter le concours financier des pays extérieurs pour résoudre le problème qui se pose à l'intérieur de notre pays, on se rend compte effectivement que le problème est loin d'être terminé. C'est un peu ce que Cheikh Diop a appelé la dialectique du maître de l'esclavage, de l'esclave, voulais-je dire. C'est-à-dire que les esclaves qui, ne sachant que faire de leur liberté quand on la leur donne, rentrent auprès de leur maître parce que tout simplement ils ne sentent pas en mesure d'assumer les enjeux réels de leur libération. Voilà ce que nous voulons. Oui. Grévis, s'il te plaît. En fait, en t'entendant parler, on se dirait déjà que tu as confirmé l'existence de cette réalité. En effet. Contrairement à ce que Prosper évitait de nous montrer. Donc, pour vous, si je peux
essayer de vous paraphraser, on peut dire que le nègre des champs demeure le petit peuple bien gouverné et le nègre des maisons reste et demeure le gouvernant. Oui, mais lorsque vous regardez les exemples que je viens de donner, Bon, j'ai essayé juste de vous synthétiser. Effectivement, vous vous rendez compte que... Parce qu'il faudra aussi que ceux qui nous suivent aussi puissent se fixer aussi. J'en arrive. Lorsque vous regardez les exemples que j'ai donnés, vous vous rendez compte effectivement que c'est l'élite dirigeante qui a tendance à se comporter comme un nègre de maison. Et le gouverné subissent, le gouverné sont victimes de privations au profit, comme je l'ai dit, de cette élite au pouvoir qui se comporte véritablement comme un nègre de maison à l'époque précoloniale. Je voudrais poursuivre avec ma lancée réflexive pour ajouter des exemples qui davantage démontrent avec éclat la persistance de cette réalité. Lorsque vous avez aujourd'hui de Congolais, 60 ans durant, qui participent, qui sont complices de ceux qui pillent nos dotations naturelles, de ceux qui font la prédation de nos richesses naturelles, de nos ressources internes, on se rend compte effectivement que la situation est loin d'avoir pris fin. Et donc, voyez-vous là les exemples, ils sont légion de cette persistance, comme je l'ai dit, de cette situation de nègre de maison, de nègre de champ, 60 ans durant, alors que nous étions supposés sortir, nous étions supposés être délivrés du joug colonial. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première question. De par les exemples que je viens de donner, on sait voir un tableau synoptique effectivement de la réalité qui demeure présente. Mais c'est juste des appellations qui ont changé. En effet. À la deuxième question, de savoir quels sont les avantages et les désavantages qui procurent le statut de nègre de maison. Il faudrait déjà chuter parce que le temps... Nègre de maison ou nègre de champ. Je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, des avantages ou des désavantages qui tiennent dans ces cas de figure. Parce que voyez-vous, que l'on soit nègre de maison ou nègre de champ, il me semble que tous ont un dénominateur commun. C'est plus sûr que c'est nègre. Donc, de ce point de vue, j'estime que les nègres, ceux qui se permettent de se comporter en nègre de maison, perdent énormément, dans la mesure où s'ils étaient réellement mis au service de la nation, s'ils avaient au même titre que le nègre de champ, travailler, s'ils étaient restés travailler pour les intérêts de la nation, je pense que forcément les richesses à notre disposition pouvaient permettre de matérialiser à la fois les bonheurs individuels de nègres de maison, mais aussi le bonheur collectif de tous. Ça, c'est au niveau de la deuxième question. Au niveau de la troisième question, qui est celle de savoir quelles sont effectivement les conséquences qui dérouleraient de la présence de cette catégorisation de personnes jusque-là dans notre société. Je pense là aussi que 60 ans après l'indépendance, les faits sont tels que
nous continuons à démentir la prophétie des pères, de nos pères de l'indépendance, notamment Simon Kimbangu, qui a dit, je veux paraphraser, l'homme blanc deviendra l'homme noir, et que par voie de conséquence, l'homme noir deviendra l'homme blanc. En réalité, en les disant, c'était une forme de prédiction de notre rayonnement. C'était une forme de prédiction. Vu les temps, je serai obligé de vous couper. Je vais certainement revenir sur un certain nombre de questions. Là, je suis obligé de donner la parole à M. Christian Tchissoumba. Bonsoir. Bonsoir Prince, bonsoir à Prosper et à Grévis, bonsoir à tous que nous suivent. Merci pour cette occasion, je suis très honoré de partager cette table pour la première fois avec Prosper, avec Grévis, ça c'est la énième fois, et avec vous au rôle du journaliste. Et donc, animateur, comme vous voulez. C'était un grand plaisir pour moi de discuter à l'aube de notre indépendance autour de cette question très pertinente, celle de savoir si nous sommes encore 60 ans après le nègre de maison ou le nègre des champs. Visiblement, c'est une question très délicate qui touche au cœur. Cette histoire du colonialisme nous fait tous mal, malgré qu'une bonne partie de l'histoire nous est cachée. Vous savez que cette histoire du colonialisme, ça veut dire qu'on a monté tout un peuple, toute une race au modèle de développement extérieur. Nous avons été conçus tels que les Blancs les pensent. Nous n'avons pas été conçus à notre propre profit. Nous avons été conçus pour le profit de l'homme blanc. Exemple, prenez l'exemple d'aujourd'hui. Comment se comportent nos économies? Les économies africaines sont toutes extraverties. J'ai dit la majorité, elles sont toutes extraverties. Les domaines juridiques, on a tendance à copier le droit français, le droit américain, le droit 6. Regardez même dans les domaines des comportements au sein de la société, vous verrez que nous avons l'habitude de copier les comportements extérieurs, la mode, le comportement extérieur. Ça veut dire que nous sommes encore nègres. Nous sommes au service de ceux qui nous ont conçus. Excusez-moi, c'est un peu dur, mais il faut les dire. Mais aussi longtemps qu'on ne produit pas. Nous sommes au service de ceux qui nous ont conçus en quelque sorte. C'est-à-dire, vous nous parlez de l'indépendance. Nous ne savons déjà pas qui nous sommes. On nous a fait perdre toutes nos identités. On nous a amenés dans des histoires que nous ne comprenons pas et du coup nous ne savons pas qui nous sommes. La définition de l'indépendance est synonyme de savoir qui nous sommes, où est-ce que nous sommes et quelle est notre destination. En dépit du fait de l'identité qu'a fait mention tout à l'heure Prosper Ntetika, il se pose un problème d'identité, mais en dépit du problème d'identité, il se pose aussi un problème de destination. Nous ne savons visiblement pas où est-ce que nous allons. Finalement, on nous oppose. Il y a de l'espace de l'élite, je m'étonne s'il y a encore de l'élite, parce qu'il faudrait se poser la question, si nous sommes élite, qu'est-ce que nous faisons dans notre pays en tant qu'élite? Parce qu'ailleurs, ils construisent leur pays, les élites construisent le pays. Mais ici, les élites sont hors. Ce sont le contraire des élites qui sont à la manette du pouvoir. Et du coup, ça révolte les élites. Et ainsi, les combats continuent que nous avons connus depuis 1960 jusqu'à ce jour. Nous tournons autour de monde. Mais si je me base de ce que Grévis a dit, en disant que l'élite, et puis après il confirme l'existence des esclaves de maison, est-ce qu'ils méritent encore qu'on puisse les qualifier d'élite? Parce que c'est comme si c'est un peu contradictoire en fait. Comment revenons sur le terme élite alors que d'une part, on vient de confirmer cette caractéristique-là d'esclave de maison? Je ne sais pas, à mon niveau, je ne sais pas si élite était un titre d'honneur ou à moins que je ne sache pas qui donne honneur. Voilà, c'est parce que je fais les universités que je suis élite. Sinon, on en a en masse, mais les pays ne développent pas. On a une diversité aussi en masse, mais les pays restent toujours ce qu'il est. Le problème, c'est ce que j'ai dit.
nous avons été conçus. L'Afrique n'a pas été... Avant tout, nous n'étions pas des États, nous étions des royaumes, des empires. Et du coup, on est venu nous embrouiller avec leurs histoires, État et ceci. Et finalement, personne ne s'y retrouve. On prend, au fait, ceux qui devaient travailler, être devant pour donner de la lumière, orienter les autres. Eux, ils sont hors. Mais il prend ceux, en réalité, qui ne disposent pas assez de manette, assez du savoir, pour le mettre à la place de l'élite. Et c'est les conflits qui éclatent du jour au lendemain, parce que ça révolte les élites. Du jour au lendemain, en fait. Nous avons été construits, finalement, selon leur modèle. Voilà pourquoi nous continuons à tourner autour du pont. Grélis a dit tout à l'heure, que vous soyez élite de la maison, que vous soyez esclave de la maison, que vous soyez esclave du champ. On est dénominateur. Comment est-ce que nous sommes esclaves? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refuser cet esclavagisme, mais qui, jusqu'aujourd'hui, continue. Sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet ceci, ça confirme en fait cette hypothèse que nous sommes toujours des élites. On doit nous dire ce que nous devons faire. Même pour aller prêter de l'argent, on doit vous dire ce que vous devez faire de votre argent. Ça veut dire que vous ne savez pas où est-ce que vous devez engager votre argent, où est-ce que vous devez mettre votre argent. Donc, on vous dit tout. De la Banque Mais je mondiale. ne parle pas tout simplement des FMI de la Banque mondiale, même la BAD vous dit ce que vous devez faire de votre argent. Les BAD, c'est une institution africaine. Je vous dis. Mais il vous dit, Entre nous, les- il vous dit que les vous Noirs. devez mettre votre argent dans Inga. Est-ce que c'est un secret? Il vous dit que vous devez mettre votre argent à Inga. Non. En fait, le problème, c'est la philosophie, au fait. Même les banques africaines, c'est une banque africaine, mais construite sur base de la philosophie étrangère. On nous guide, on nous donne des modèles de développement, nous ne savons pas. Regardez, toutes les matières premières produites en Afrique, je ne sais où, au Gabon, au Congo-Brazzaville, ici, sont toutes transférées en Europe. C'est là où ils font la transformation, c'est là où ils font tout, et nous, on nous renvoie des téléphones, des ceci et des cela. Tout part là-bas. Et ici, on n'a pas besoin d'installer, on n'a pas besoin d'industrialiser nos différentes économies pour tirer finalement des substances nécessaires qui peuvent nous permettre de développer notre société comme nous l'entendons, qui peuvent nous permettre de donner un développement adapté à nos mœurs, à nos comportements, à ce que nous sommes en tant que peuple. Ils nous ont pris tout, ça dit tout. La destination, ça veut dire qu'ils nous ont conçus pour construire leur pays, pour construire leurs États, pour construire leur continent. Ce n'est pas pour nous construire. Voilà. Conséquence, c'est que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, 60 ans après, nous tournons autour du pont, nous ne savons pas quel peuple nous sommes, nous ne savons pas ce que nous voulons, et nous ne savons pas où est-ce que nous voulons aller. Voilà un peu ce qui révolte tout un peu, voilà ce qui révolte d'ailleurs notre génération, ce qui révolte tout le monde, voilà c'est la question. À qui revient cette reconnaissance de l'identité? Est-ce que c'est nous-mêmes étant de gouverner, ou bien il faut que le gouvernement s'investisse? C'est ça aussi la plus grande question, parce qu'on va se dire, oui, on va éduquer la masse, éducation des jeunes, sans jeunes, il n'y a pas de développement, mais à qui revient premièrement cette responsabilité? Au fait, c'est ça la plus grande question, parce que nous sommes tous des regroupements des jeunes. On devrait aussi se poser la question de savoir, est-ce que c'est nous jeunes qui n'avons même pas souvent de moyens, ou bien c'est eux, la classe élite, et nous allons un peu, vous avez nous allons un peu loin. Nous allons un peu loin. Il faut rester au fait dans notre contexte avant d'évoluer. Parce que ces pays, nous sommes jeunes aujourd'hui, mais ces pays, nous l'avons trouvé. Et il a évolué selon une certaine manière. Et nous l'avons trouvé à l'État uni. Qu'est-ce qui se passe? Je rappelle qu'ici, les systèmes consistent à écarter l'élite et à mettre le moins. Donc la vraie élite. En fait, celle-là où, enfin, ceux-là sont écartés du système. Et on prend les pseudo-élites, on les met à la tête du pays. Question, finalement, de continuer à le manipuler. Lorsque vous essayez de résister à ceux-là, qu'est-ce qu'il vous faut? Ils vous éliminent. Ils vous éliminent. Lumumba, Thomas Sankara et beaucoup d'autres. Ils sont aujourd'hui éliminés.
Pourquoi? Parce qu'ils doivent continuer à mettre la main sur nous. Le jour où il y aura la méritocratie, le jour où on mettra chacun à sa place où il mérite, je pense bien qu'il y aura un progrès clair dans nos pays africains et notamment en République démocratique du Congo. Ok, merci Christian de nous avoir entendus. Mais ma première question sera adressée à M. Prosper. En fait, lorsque nous regardons la classe politique, notamment les gouvernants, personnellement, ce sont de grands professeurs, curieusement. Mais on remarque qu'il n'y a pas d'avancement. Le pays stagne. Est-ce qu'on va toujours continuer à les qualifier? Je reviens sur la même qualification, là, permettez-moi cette redondance, d'élite. Parce que nous allons tous à l'université pour apprendre la connaissance, bien sûr, mais et c'est eux qui sont dans leur cabinet. Pouvons-nous dire aussi qu'ils considèrent ou bien eux aussi participent à cette volonté de nous pérenniser dans la souffrance, dans la paupérisation en fait? Bon, je pense que nous devons un peu désaseptiser le débat. J'ai bien suivi Christian tout à l'heure, tu me permets de revenir, puisque c'est un débat, c'est un débat d'idées. Moi je pense que simplement on doit peut-être aborder la question plus simplement. On est en train de bien le faire, mais que nos amis, nos téléspectateurs, nos amis qui nous suivent dans ce live, comprennent aussi le contexte dans lequel nous sommes en train de mener cette réflexion. Moi je pense que 60 ans après, nous ne devions pas nous plaindre. C'est cela notre échec. De voir qu'aujourd'hui, 60 ans après, nous nous plaignons. C'est-à-dire que nous n'avons pas réussi, nous avons échoué jusque-là. Et lorsqu'il dit il faut voir là où nous allons, est-ce que nous allons continuer à échouer comme nous l'avons fait? Oui, crise identitaire, bien sûr. Mais cela va bien au-delà des aspects extérieurs. Oui, aujourd'hui je mets un costume et avec cette cravate, mais c'est pas pour autant que je dois refuter. Voilà, l'identité ne se résumera pas à ça. On a fait l'authenticité ici à la Deuxième République. Nous pouvons aujourd'hui nous-mêmes mesurer l'excellence que ça a produit, ainsi que sa totale réussite. Ça a vraiment réussi qu'aujourd'hui, pour un pays qui est passé par là, chapeau, chapeau. Là, c'était en 70, voilà, ainsi de suite, les années qui ont suivi. À qui revient la responsabilité? Est-ce que au gouvernement ceci ou cela? Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est ne pas de ramener la coupe à plutôt la responsabilité à un groupe ou au détriment d'un autre. Le Congo que nous voulons, nous devons le construire ensemble. Qu'il s'agisse de ceux qui gouvernent, qu'il s'agisse du peuple que nous sommes, toutes les couches de la société. C'est un peu ça notre vision. Nous avons fait IDEAC avec l'idée, tous ceux qui ont conçu, qui ont participé à la mise en place de ce mouvement, c'est que nous ne voulions pas nous adresser à une caste simplement. C'est tout le monde. Ancienne génération pour l'expérience, jeune génération pour la vivacité, mais aussi faire le maillage parce que quand on se met ensemble, on sera fort. Autre chose par rapport au modèle de développement. Mais même si aujourd'hui on se plaint de la coopération, il y a un monsieur qui disait vous attendez la coopération pour relancer des opérations. Ouais. Est-ce que aujourd'hui le fait d'être dans un système de fonds monétaires ou ainsi de suite nous empêche nous de produire le maïs au Kasaï? Est-ce que cela nous empêche de produire le ndunda au Congo central? Est-ce que cela nous empêche à produire le coton, le café à Goma, à Bukavu? Est-ce que cela nous empêche à exporter le poisson que nous avons ici vers le pêcheur ouaguénien? C'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui le FMI va nous empêcher si nous disponibilisons des moyens pour construire une route à Kasumbalé, ou à Manono, ou à Kiri? Non. Le problème c'est nous. C'est nous-mêmes simplement. Nous n'avons pas d'identité. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons le développement? Si nous le voulons, comment nous le vivons? Comment nous le mettons en place? C'est cela le problème.
Nègre de champ, nègre de maison. Il y a une caste qu'on a oubliée. Où se trouve le colon? Mais ils sont représentés par le nègre des maisons. Représenté par le nègre de maison. Oui, c'est d'après la Donc, vidéo. Les colons et les patrons. Donc, c'est ça, en fait. Lui, Si je comprends regarde, bien, je comprends bien. Donc, C'est le fait colon, représenter, en fait. est là, c'est et comme il ça que je regarde, dis, vous battre. la décolonisation doit être aussi par les usages. Mental aussi. Rien ne nous empêche aujourd'hui de planter du maïs chez nous. La Banque mondiale ne viendra pas nous empêcher. Le problème, c'est quoi? Le problème, je veux Il y peut-être... a Christian qui a l'ébullition Voilà, avec c'est Grévis. une bonne chose. C'est-à-dire, il nous appartient à nous. Nous avons mené une réflexion en 2018. Nous avons publié une tribune qui est disponible d'ailleurs. Je crois que nous allons la partager peut-être plus tard. Nous donnerons peut-être le lien aussi à nos amis qui nous suivent. Nous avons émis une réflexion lorsqu'on parlait de la restitution des objets d'art africains qui ont été déportés pendant la colonisation. C'est-à-dire, la crise que nous traversons, elle est identitaire, elle est d'ordre de leadership ou de gouvernement, ainsi de suite. Mais nous devons savoir que ce développement nous engage tous. Nous sommes les acteurs, chacun à son niveau, de ce développement. Si nous pensons que, c'est vrai, la plus grande responsabilité, c'est aux gouvernants, mais sans l'implication des uns et des autres, ça sera jamais fait, jamais réussi. Donc par là, je voudrais Je suis obligé de te par un petit mot simplement pour dire que Obligé de temps. nous avons une responsabilité en tant qu'association, d'ordre culturel, d'ordre éducatif, ainsi de suite, à transmettre la fibre du changement que nous souhaitons. Et c'est par là que nous renverserons les choses. Et peut-être que nous quitterons véritablement la catégorisation pour parler encore de colons ou de nègres de maison, mais nous serons simplement congolais fiers de l'être. Non, c'est juste un constat. Grévis. Où allons-nous précisément? Parce que avant que vous ne preniez la parole, je voudrais juste mettre un mot sur ce que mon ami Prosper a dit. Mais il y a Grévis qui voulait. Oui, mais en fait, un mot juste, et puis chez lui, il rend la parole. Parce que lorsqu'on dit que nous sommes un peuple, nous devons aller vers nous devons progresser, aller vers le développement. Finalement, c'est l'élite qui conçoit finalement les modèles de développement. C'est l'élite qui dit, au fait, nous allons X place. Où est-ce que nous allons? La vision même. Voilà, mais c'est ce que je vais dire. Je parle de la vision, c'est l'élite qui définit la vision. Et tout le monde qui arrive, toutes les générations qui arrivent, savent que nous allons aller vers X, Y destination. Comme aux États-Unis, tout le monde sait que l'Amérique doit être toujours et encore plus forte. Ça, c'est l'idéal, la vision qui est bien définie. Notamment ici, chez nous, la vision n'est pas définie. On dit, on braque. Nous voulons aller vers le développement, mais laquelle? Parce que le choix des chemins et des modèles économiques, des développements juridiques, sociétal, tout ce que nous voulons, dépend de la vision que nous détenons en tant que peuple. Qui doit s'adapter à nos comportements, à ce que nous sommes en tant que peuple. C'était juste un seul mot. En tout cas, permettez-moi de revenir un peu sur un certain nombre. Et je crois qu'on va conclure par vous parce que un certain nombre les temps en fait nous un pressent. certain nombre d'éléments qui On ont va été commencer évoqués. avec un sévère En tout cas, souffrez que j'aimerais quand même le temps de revenir sur ça. Parce que je voudrais demander à Grévis de faire mon avocat. Là, si vous êtes en train de Par ses propres mots, de demander qui doit mener cette vision-là. Oui, c'est une question. Je dis la vision est définie par l'élite. Vous êtes en train de Vous êtes élite. C'est la presse. Je pense que la parole va me Je voudrais dire ceci. Ne commettons pas l'erreur. Il n'est pas question ici de pointer du doigt à l'homme blanc pour ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en réalité, vous vous rendrez compte que 60 ans après l'indépendance, c'est l'homme noir, le Congolais lui-même, qui a perpétué effectivement cette déshumanisation qu'on a connue à l'époque coloniale, à l'époque précoloniale. C'est l'homme congolais lui-même qui a accepté la colonisation, qui a réitéré les actions des terreurs dont a été victime Mais la qui a population, éduqué dont a été cette victime, catégorie-là? j'en arrive, dont a été victime
victime, la population congolaise, depuis l'époque de la traîne négrière, en passant par la politique. Donc déjà, je voulais essayer d'élucider la responsabilité de nous-mêmes Congolais, de ce qui nous arrive en fait. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Christian, sur le fait que nous sommes, voilà, le fait d'être affiliés à des institutions internationales, des institutions de Bretton-Woods, des institutions régionales, ne nous permettent pas effectivement de connaître une ascension sur le plan des développement. Sur le plan du développement. Il y a Christian qui n'est pas là. Je n'ai pas dit ça. Même s'il n'a pas dit ça. J'ai dit tout ce qu'il nous donne, il nous dit déjà l'orientation. C'est ce qu'il voulait. La Chine aujourd'hui développée, Singapour, tout ça. Il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Laissez-moi parler, vous comprendrez certainement la suite. Mais j'ai pas dit ça quand même. Je voudrais dire ceci. C'est que nous ne devons pas nous muer en une forme de véhicule de ressentiment vis-à-vis des langues blancs, tout simplement parce que à une certaine époque de l'histoire, vous avez été colonisés, vous avez été victimes de tout ce que nous avons. Je pense que 60 ans après l'indépendance, aujourd'hui, la responsabilité nous revient de décider de ce que sera le 40 ans, par exemple, qui viennent, avant de pouvoir aborder le 21e siècle. C'est nous-mêmes qui devons planifier notre développement. J'ai toujours dit une chose, c'est que certes nous avons eu l'indépendance politique, nous avons eu la souveraineté, la fin nationale et internationale, mais il y a un fait, c'est que jusqu'à ce jour, il me semble que sur le plan économique, nous restons dépendants. Voyez-vous, cette dépendance, il y a même cette dépendance qui environ 2000. Cette dépendance d'une certaine manière est aujourd'hui utilisée comme une forme, un moyen de pression en fait, par l'impérialiste. Comme c'est une question d'actualité, ça risque de... Laissez-moi. J'aimerais bien aussi que tu parles du taux de change en fait, parce que c'est vraiment une question d'actualité. En fait, j'en arrive, mais permettez que je finisse complètement cette lancée réflexive. J'étais en train de dire ceci, c'est que le fait d'être dépendant totalement de l'extérieur, ça nous rend vulnérables au point de pouvoir, au point d'être... Voilà, je dirais que les Occidentaux, les impérialistes, se servent de cette dépendance, effectivement, pour nous faire pression au niveau de la politique. Et ça, si l'on veut réellement sortir de cette spirale du sous-développement, il va falloir, dorénavant, que nous puissions nous défaire, en fait, de cette dépendance. Comment devons-nous le faire? Je pense que la première des choses, d'ailleurs, c'est une thèse que je soutiens depuis un temps, et pour laquelle d'ailleurs je suis en train de rédiger quelques textes. Il nous faut formuler une volonté de puissance. Laquelle volonté de puissance passe inévitablement par une volonté d'autonomie économique. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous devons nous rendre compte de l'importance d'être indépendant sur le plan économique, l'importance de pouvoir satisfaire d'abord au niveau interne, c'est-à-dire nous-mêmes, la demande globale de notre pays. Et ça, comment pouvons-nous le faire? C'est tout simplement lorsque nous prenons l'engagement, par exemple, de promouvoir le potentiel créateur de notre pays. Ce n'est qu'à ces prix qu'on pourra effectivement... Il est tout à fait inadmissible de voir un pays comme le nôtre de continuer à importer à un prix lourd. Des technologies, des techniques qui peuvent être facilement produites ici chez nous en RDC, ou dont nous avons effectivement tous les facteurs de production pour pouvoir les faire chez nous. Donc ce que je propose, pour finir, pour conclure,
c'est qu'il nous faut Place 60 directement ans, ta conclusion. exactement, parce que là, 60 ans après l'indépendance, nous devons, en deux phrases. nous devons, 60 ans après l'indépendance, nous devons planifier notre développement. De Gaulle disait, le plan est une ardente obligation. Giscard d'Estaing disait, les plans est un anti-hasard. Moi, j'ajouterais, le plan, c'est le refus au fait du laisser-faire. Nous avons navigué à vue pendant tout ce temps. Il nous faut aujourd'hui mettre sur un papier, noir sur blanc, les objectifs qui doivent être atteints dans les 40 prochaines années qui viennent. Et ces objectifs, je finis par là, très rapidement. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui. Nous sommes dans le contexte de la mondialisation où on va dire l'influence d'un pays se mesure en part de marché et en excellence technologique. Or, nous, la République démocratique du Congo, avons détenant on va dire la plus grande partie des réserves des matières premières qui participent à la fabrication de produits de haute technologie dans le monde. Donc ça veut dire que l'on a une carte à jouer, mais seulement nous devons prendre conscience de cet enjeu et nous mettre à l'ouvrage de telle manière à ce que nous puissions effectivement être en mesure de se présenter en toute dignité dans le rendez-vous, au rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander aussi à M. Professeur et à tout un chacun. Déjà, Grévis a conclu. On a compris que... Oui, en fait. Le thème est tellement alléchant et succulent qu'il y a des questions qui commencent à remonter, mais là, on est obligé d'arrêter. Il y a Grévis qui nous parle de la planification. On va accorder à M. Prosper aussi 2 minutes, en 2 phrases, soyez les plus brefs possible, et conclure comment sortir. Je crois que c'est ce qui est important. Comment sortir de cette situation? Merci. Je dois dire que déjà, le débat a été très intéressant. 60 ans après, tous nos amis et le peuple congolais et tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre, nous devons comprendre que l'avenir du pays dépend de nous. Et qu'il n'est pas lié à une classe simplement et pas à une autre. Nous avons une responsabilité tout un chacun sur le présent et le devenir de notre pays. Nous sommes sortis de la colonisation, c'était un moment difficile. C'est ce qui fait d'ailleurs que nombreux pensent que nous sommes devenus pays en 60 ans. Nous avons existé bien avant. Et nous avons 60 ans, il paraît un bébé mais à 60 ans. Et nous avons eu bien avant la colonisation, bien avant l'esclavagisme, enfin l'esclavage, une histoire glorieuse dont nous pouvons nous inspirer, qui a été aussi imaginative en termes d'invention, en termes de technologie, en termes de connaissances. On se réfère à l'histoire, visiter ces grands moments de gloire et que cela nous inspire. Ce qui est passé, nous devons l'assumer et voir le présent tel qu'il est pour envisager un avenir meilleur. Mais je voudrais dire à chacun de nous, pour que ce pays se développe, pour que ce pays change, pour que nous vivions enfin dans ce Congo auquel nous croyons, dont nous avons rêvé, que chacun, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, fasse bien ce qu'il doit faire pour l'intérêt général. Merci. Merci. Monsieur Christian, Enfin, vraiment dans 2 minutes. En 2 minutes, je pense que ceux qui nous suivent comprendront que j'ai eu moins de temps que tout le monde. Donc, tu as été précis. Et je me plains pas du tout, mais je constate au fait tout ce que nous avons eu, tous les temps perdus, ces 60 ans de gâchis, je les constate tout simplement pour nous permettre de tirer les conséquences et de tracer les chemins de vie. Je vais dire avoir une vision en tant que peuple, en tant que jeune, en tant qu'une génération.
il est possible qu'on puisse changer les choses. En tant qu'économiste, je ne refuse pas le fait que nous appartenions aux institutions de notre pays. Mais simplement, c'est notre manière d'utiliser les fonds que ces institutions nous allouent. On ne peut pas aller prêter l'argent et celui qui vous prête l'argent vous dit qu'est-ce que vous devez faire avec cet argent. Nous devons construire notre plan. Vous vous rendez compte que nous évoluons sans un plan national de développement stratégique, sans un PNSD. Nous sommes quel peuple? Nous sommes quel peuple? Qu'est-ce que nous voulons au juste pour notre pays, pour nos enfants, pour l'avenir? Qu'en est-il du développement durable? Qu'en est-il du développement de la solidarité intergénérationnelle dans ce pays? Nous sommes très loin. Et donc, tous nous sommes responsables de ces 60 ans de gâchis. Mais chacun à son niveau. Je pense que les politiques doivent bien jouer leur rôle. Les citoyens que nous sommes, nous devons très bien jouer leur rôle. Les mamans, les pasteurs, tout le monde à son niveau doit très bien jouer son rôle, très bien jouer sa partition pour que notre pays finalement aille de l'avant. Nous devons inventer notre propre modèle de développement. Nous devons inventer notre propre modèle industriel axé sur nos talents et sur nos potentiels. Prosper a dit tout à l'heure que nous devons faire un tour d'histoire pour voir les excellences que nous avons réalisées dans le passé. Bien évidemment avec les bâtons des champs, je pense qu'il faisait allusion à ça, et tant d'autres. Mais pourquoi pas inventer notre propre manière de développer notre temps? Est-ce que je chute en disant, en donnant tout simplement un exemple, parce que ce qu'il a dit, alors, mais ça me semble intéressant. Ça ne nous empêche pas d'avoir les maïs au Kassai et ainsi de suite, mais avant, est-ce qu'on mangeait les Thomson? Comment sommes-nous arrivés jusque-là? À importer ce que nous avons ici. Nous importons tout ce que nous consommons alors que nous avons tout pour produire ce que nous consommons. Voilà, il y a tout simplement une confusion qu'il y a dans nos têtes, qu'on nous a mis dans nos têtes, et on continue comme ça, même notre histoire, on continue à nous les cacher. Alors, 60 ans d'indépendance, je m'appelle à tout un peuple, à toute une génération, d'avoir un esprit public, je vais dire, l'esprit qui respecte les biens publics, et ceux qui sont nommés dans les fonctions publiques respectent la notion du bien public, respectent la notion du bien privé. Ne pas piller les poches de l'État pour s'enrichir, parce qu'au finish, quand toute la famille, tous les clans vont venir chez vous, vous allez dire j'ai beaucoup de charges. Mais bien évidemment, parce que vous prenez l'argent que les clans avec l'argent avec lequel les clans devaient se retrouver, vous avez pris. Mais lorsque ces clans viennent chez vous, vous dites non, moi je suis surchargé. Non. Donc les dommages collatéraux. Voilà, mais voilà. Même ceux qui sont en Europe, ils y sont pourquoi? En masse pourquoi? Parce que les blancs, ils sont venus ici, ils nous ont pillés, puis là-bas, ils y vont. Donc là, tu confirmes qu'ils font mal à l'Afrique? Je ne sais pas, je ne confirme pas, je reviens ici au pays. Ça veut dire que nous devons faire... En conclusion, nous devons faire en sorte que chacun travaille pour le développement de notre pays en respectant les biens privés, pas de détournement, pas de merci beaucoup. Je suis obligé d'arrêter avec ce débat. Bien dommage. C'était très intéressant. Bien dommage. Et je propose, on peut même, comme ces derniers temps nous sommes en confinement, on peut poursuivre même sur notre page. Donc veuillez aussi nous transmettre vos questions sur notre page Génération Rupture. Comme ça, on va continuer de discuter. Et je crois bien que le 30 juin sera sur Instagram, sur live. Venez encore, on va échanger. Et ça sera vraiment intéressant. La même équipe, parce oui. qu'on a encore des histoires à se dire. Pour équilibrer le débat, je crois qu'on va inviter un aîné. Bon, je ne sais pas s'il sera élite ou pas, mais il y aura un aîné qu'on sera obligé d'inviter. Sinon, nous vous remercions de nous avoir longuement suivis. Et nous excusons encore de ce retard avec lequel on a commencé. Bonne soirée à vous et respectons les mesures liées à cette pandémie pour se protéger. Les gestes et barrières, notamment se laver les mains, le port du masque, ainsi de suite. Nous vous remercions et bonne soirée à vous.